Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une collection de textes assez fascinante tirée de l'art de la séduction. L'idée de départ, elle est assez provocatrice. La séduction, ce serait pas juste un jeu romantique. Non, loin de là. Ce serait en fait l'une des formes de pouvoir les plus subtiles, les plus efficaces de l'histoire. Une alternative à la violence, en gros. C'est une idée qui prend tout son sens quand on remonte un peu dans le temps. Dans les sociétés anciennes, le pouvoir, c'était quasi synonyme de force physique. La loi du plus fort. Exactement. La violence était l'outil par défaut. Et dans ce contexte, les femmes, qui étaient souvent désavantagées physiquement, elles ont dû trouver autre chose. Elles ont en quelque sorte inventé la séduction comme une forme de pouvoir indirect. C'est l'art de manœuvrer psychologiquement, de persuader sans jamais contraindre. Et ce qui est fou, c'est que ce qui était une arme des sans-pouvoir est devenu la norme aujourd'hui. Ah oui, complètement. La force brute, c'est socialement très mal vu. Par contre, l'influence, la persuasion, le charme, ça, on en voit partout. Dans la politique, la pub, nos relations de tous les jours. Du coup, notre mission, ça va être d'explorer la mécanique de ce pouvoir. Les textes, ils ne parlent pas de beauté. Non. Ils parlent de psychologie, de personnages, d'archétypes. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Exactement. Le postulat central, c'est que la séduction, ça ne commence pas avec une technique ou une phrase toute faite. Ah non. Ça commence par le personnage qu'on incarne. Il faut d'abord être un certain type de séducteur, un archétype qui va correspondre à un fantasme précis. Les sources en décrivent 9. On n'aura pas le temps de tous les voir, j'imagine. Non, mais on peut explorer les plus marquants, les plus puissants. Alors, commençons par le plus. Le plus fondamental, peut-être. Celui qui semble puiser dans les mythes les plus anciens. Les textes parlent de la sirène. La sirène, oui. Qu'est-ce qu'il a défini au-delà de l'image baie? Du chant qui attire les marins. Alors, la sirène, elle incarne une promesse très puissante, surtout pour les hommes. C'est la promesse de l'évasion totale. L'évasion? Oui, elle représente un monde de pur plaisir, sans les contraintes, sans les responsabilités, la routine de la vie envolée. Son pouvoir n'est pas forcément dans sa beauté, D'accord. c'est dans sa capacité à créer une illusion, un mirage de plaisir absolu. Elle est une expérience, pas vraiment une personne. Une expérience. C'est intéressant comme idée. Et vous avez un exemple historique où ce n'est pas la beauté, mais vraiment cette mise en scène qui a tout fait? L'exemple par excellence, c'est Cléopâtre. Ah oui, bien sûr. On connaît tous l'anecdote du tapis dans lequel elle s'est fait livrer à Jules César. C'est célèbre. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute son approche, c'était un spectacle permanent. Une théâtralité, en fait. Tout à fait. Elle changeait tout le temps d'apparence. Un jour déesse Isis, le lendemain simple bergère. Sa voix, ses vêtements, les décors de ses rencontres, tout était calculé. Tout pour déstabiliser et fasciner. Elle offrait à César, qui était un homme obsédé par le contrôle, la stratégie. Une distraction totale. La distraction ultime. Il en oubliait Rome. Elle était son évasion. Donc c'est une performance quasi théâtrale. Et pour une version plus moderne, moins grandiose peut-être? On peut penser à la figure de Marilyn Monroe. Les textes la qualifient de sirène sexuelle. D'accord. Son pouvoir, à elle, venait d'un contraste incroyablement puissant. D'un côté, une sexualité évidente, presque agressive pour l'époque. On pense à sa démarche, sa voix haletante. Oui, très reconnaissable. Et de l'autre, une vulnérabilité. Une fragilité presque enfantine. La femme-enfant. Voilà, c'est ça, un mélange de pure volupté et de besoin désespéré d'être protégé. Et ce paradoxe, ça désarmait complètement les hommes. Ça faisait appel à la fois à leur désir et à leur instinct de protection. Ce qui est fascinant, c'est cette idée de créer une présence, un spectacle. Est-ce que son équivalent masculin fonctionne de la même façon ou est-ce qu'il puise dans un fantasme différent? Le jeu est différent, mais l'idée de performance reste. Prenez le rouet. Le rouet. Lui, le fantasme qu'il vend, ce n'est pas l'évasion douce, c'est le plaisir interdit, la transgression. Ah, on change de registre. Complètement. Le rouet, c'est un homme qui semble esclave de son amour pour les femmes. Il est souvent infidèle, amoral, et paradoxalement, c'est ça qui fait son charme. Parce qu'il donne l'impression à sa cible qu'elle est si désirable qu'il est prêt à briser toutes les règles pour elle. On est donc dans le danger et l'interdit. Vous avez un exemple concret de cette audace en action? L'un des plus célèbres, c'est le duc de Richelieu, au XVIIIe siècle. D'accord. Il était obsédé par une jeune femme que son mari, très jaloux, gardait enfermée. Au lieu d'abandonner, Richelieu a étudié la maison.
Il s'est déguisé en paysan, il a escaladé les murs, corrompu les domestiques. Il a transformé ça en une opération militaire, en fait. C'est exactement ça. Et quand il est enfin arrivé dans la chambre de la jeune femme, elle était moins séduite par l'homme lui-même que par l'audace, l'énergie folle qu'il avait déployée pour elle. Il lui a offert le frisson. Le frisson de la transgression absolue. C'est une audace très physique. Mais j'imagine que l'arme peut être plus intellectuelle, plus verbale. Absolument. Et là, on a la figure du rouet démoniaque. L'écrivain italien Gabriele D'Annunzio en est l'incarnation. Alors lui, physiquement, ce n'était pas un séducteur classique. Non, pas du tout, mais son arme, c'était la parole. Sa voix était décrite comme musicale, hypnotique. Ces mots, ils ne servaient pas à communiquer une idée claire, non. Ils servaient à créer une ambiance, à flatter, à troubler. Il enveloppait ses cibles dans un nuage de poésie. De promesses vagues. Exactement. Et le plus fascinant, c'est qu'il utilisait la même technique pour séduire les femmes de la haute société que pour haranguer les foules depuis son balcon. Ah oui, le lien entre séduction amoureuse et politique est très clair là. La mécanique est la même. Rendre les gens émotifs pour court-circuiter leur rationalité. D'accord. Donc, la sirène et le rouet sont des archétypes assez directs. Ils offrent un fantasme clair, plaisir pur ou transgression. Mais les sources, elles mentionnent des approches plus subtiles, plus psychologiques. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand l'attrait ne vient plus de la clarté d'un fantasme, mais au contraire de l'ambiguïté? Alors là, on entre dans le territoire du dandy. Le dandy. Le pouvoir du dandy repose sur sa fluidité. Dans un monde où on aime mettre les gens dans des cases, lui, il refuse d'être défini. Il joue avec les codes, surtout ceux du masculin et du féminin. Et c'est cette ambiguïté qui fascine. Oui, parce qu'elle suggère une forme de liberté intérieure que beaucoup de gens désirent secrètement. Commençons par la version masculine. Comment un homme peut utiliser des traits qu'on considère comme féminins pour séduire? L'exemple emblématique, c'est Rudolph Valentino. La star du cinéma muet. Voilà. Il a séduit des millions de femmes en adoptant une approche radicalement différente de l'idéal masculin de l'époque. Il était gracieux, il portait une attention quasi obsessionnelle à son apparence. Une approche très esthétique. Très esthétique, lente, presque délicate. Mais, et c'est là toute la clé, cette féminité était toujours combinée à une audace et un contrôle très masculin. Le mélange. Toujours le mélange. La scène du tango dans Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est l'illustration parfaite. Expliquez-nous. Il danse avec une fluidité, une grâce presque féminine, mais c'est lui qui mène, avec une autorité absolue. Ce mélange était électrisant. Et j'imagine que l'inverse est tout aussi puissant. Une femme qui adopte des traits perçus comme masculins. Tout à fait. C'est la dandy masculine. Et l'exemple, c'est Lou Andreas Salomé. Une intellectuelle qui a fasciné les plus grands esprits de son temps. Nietzsche, Freud, Rilke. Exactement. Elle était très belle, mais sa véritable arme de séduction, c'était son esprit. Elle possédait une indépendance de pensée, une distance émotionnelle, une capacité d'analyse. Des qualités considérées comme masculines à l'époque. Voilà. Elle les désarmait en engageant la conversation sur leur terrain, l'intellect, mais sans jamais se laisser posséder ou définir par eux. Elle restait insaisissable, un mystère psychologique, et ça les rendait fous. On a donc vu des personnages basés sur une performance très consciente. La sirène, le rouet, le dandy, c'est une construction. Oui, c'est une construction. Est-ce qu'il existe un archétype qui serait l'exact opposé, dont le pouvoir viendrait d'une apparente absence d'artifice? Oui, et c'est peut-être l'un des plus redoutables. Lequel? Le naturel. Le pouvoir du naturel vient de sa capacité à faire tomber les masques. Il incarne des qualités qu'on associe à l'enfance. La spontanéité, l'authenticité, l'absence de jugement. Face au cynisme du monde adulte, le naturel, il désarme par sa simplicité. Sa séduction n'est pas perçue comme de la séduction, en fait. Non, pas du tout. Ça ressemble à de l'amitié, à une connexion simple et pure. Du coup, on baisse sa garde, on se sent en sécurité. Et c'est là que le charme opère. Et comment ça se manifeste, concrètement? Le naturel, il a le don de refléter les qualités enfantines de sa cible. Il va s'émerveiller de choses simples, montrer une curiosité sincère, rire de bon cœur. Il ne cherche pas à impressionner. Au contraire. Au contraire. Il donne à l'autre la permission de se détendre, d'être soi-même, de retrouver une part de l'enfant qu'il ou elle était. C'est une séduction très réconfortante. Qui crée une dépendance émotionnelle, j'imagine. Une dépendance très forte, avant même que la cible ne s'en rende compte. D'accord. On a la performance construite d'un côté et l'illusion de l'absence de performance de l'autre. Est-ce qu'il y a un archétype qui transcende ça, dont le pouvoir serait d'une autre nature? Quelque chose de plus grand,
qui peut captiver une foule. On arrive là au charismatique. Ah, Le pouvoir du charismatique ne vient ni de son apparence, ni de ses mots, mais d'une qualité intérieure, presque palpable. c'est-à-dire? Une confiance en soi et une conviction intense. Le charismatique semble posséder une énergie, une certitude qui irradie autour de lui. Il n'essaye pas de plaire. Il est habité par une idée, une cause, une vision. Et c'est cette intensité qui est magnétisante. Donc les gens ne sont pas séduits par la personne elle-même? Non, mais par la force de sa foi. Ils veulent partager cette énergie, faire partie de son projet. C'est pour ça qu'on retrouve souvent le charismatique en politique ou comme leader religieux. Comme D'Annunzio, mais à une échelle encore supérieure. Exactement. Le charismatique offre une occasion de se dépasser, de croire en quelque chose de plus grand que soi. C'est une séduction de l'âme, pas seulement de l'esprit ou du corps. Alors, si on essaye de faire la synthèse de tout ça, de la sirène au charismatique, en passant par le dandy, le roué, quel est le fil conducteur? Ces stratégies ont l'air radicalement différentes? Le point commun, en fait, c'est l'art de détourner l'attention. Détourner l'attention. Oui, tous ces archétypes excellent dans l'art de focaliser l'esprit de leur cible sur autre chose que sa propre vie, ses angoisses, sa routine. Ils créent un monde alternatif. Un monde dans lequel l'autre a envie de se perdre. C'est ça. Que ce monde soit un spectacle, une aventure, un mystère intellectuel ou une grande cause, le mécanisme est le même, combler un vide. La séduction, telle que décrite ici, c'est l'art d'identifier ce qui manque à une personne, l'aventure, la sécurité, le sens, et d'incarner la promesse de ce manque. Ce qui nous ramène à une pensée finale, une citation du philosophe Jean Baudrillard que les textes reprennent. Oui, Il dit en substance que les manques les plus profonds de notre époque ne concernent pas le plaisir, mais le charme. Pas la satisfaction sexuelle, mais l'enchantement. et c'est là que se trouve peut-être la clé de tout. Ça soulève une question qui va au-delà de la simple manipulation. Et si? Et si cette quête de séduction, que ce soit pour celui qui la pratique ou celui qui l'a subie, répondait à un besoin humain fondamental? Le besoin d'être enchanté. Le besoin d'être sorti, même pour un court instant, de la banalité et du désenchantement du réel. C'est une idée à méditer. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse assez fascinante, celle des grands profils, des grands archétypes de la séduction. Mais attention, l'idée, c'est pas du tout d'en faire un guide pratique. Non, pas du tout. C'est plutôt d'utiliser ces profils comme une sorte de lorgnette pour observer la nature humaine, pour décrypter ce qui nous attire ou, au contraire, nous repousse. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une exploration des dynamiques de pouvoir, de désir, qui se jouent absolument partout. Pourquoi est-ce que certaines figures de l'histoire ou de la culture nous captivent à ce point? En fait, ces profils, ce sont des miroirs de nos propres désirs, de nos propres manques. Et en les analysant, on touche vraiment au mécanisme psychologique de l'attraction. Et on peut commencer avec un archétype qui peut sembler complètement contre-intuitif. C'est le naturel. L'idée qu'un adulte puisse séduire en utilisant des qualités enfantines, l'innocence, la spontanéité. Ça paraît paradoxal quand même, non? Ça l'est, en apparence. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça puise dans une psychologie très, très profonde. Les sources s'appuient sur cette idée de Freud d'une nostalgie. Une nostalgie universelle pour un âge d'or. L'enfance. L'enfance, oui. Une période qu'on imagine, à tort ou à raison, comme plus simple, sans calcul. Le naturel, il incarne cette illusion. Donc, si je comprends bien, dans notre monde d'adultes hyper contrôlés, on est attiré par ce qui nous rappelle une sorte de pureté perdue. C'est exactement ça. Le charme du naturel vient de son côté irrationnel, sans effort apparent. Cette spontanéité, elle a quelque chose de rafraîchissant, de presque magique, parce qu'on ne peut pas la fabriquer. D'accord. Et ce qui est inexplicable est souvent très très séduisant. On a un exemple que tout le monde connaît, Charlie Chaplin. Il incarne cette facette de l'innocent. Et c'est fou de se dire que la séduction peut venir de la faiblesse. On pense toujours que séduire, c'est une démonstration de force. Et là, c'est l'inverse. Mais là, c'est l'exact inverse. Tout à fait. La force brute, ça séduit rarement. Ça peut inspirer la peur, la soumission, mais pas vraiment le désir. La vulnérabilité, en revanche, elle crée de l'empathie. Elle fait tomber les défenses de l'autre. Le personnage de Charlot, il était toujours plus petit, plus faible. Il voyait le monde avec des yeux d'enfant. Du coup, le public se sentait protecteur envers lui. Et ce qui rendait ça crédible, c'est que ce n'était pas qu'un rôle. C'est ça. Exactement. C'est là que la fusion opère. Chaplin était obsédé par sa propre enfance.
qui avait été misérable à Londres. Et cette blessure authentique, elle donnait une sincérité poignante à son jeu. On ne voyait plus l'acteur. On ne voyait plus l'acteur, on voyait un homme enfant qui survivait dans un monde de brutes. C'est ça qui a créé ce lien universel. D'accord. Mais alors, dans la même catégorie du naturel, il y a un profil qui est radicalement différent, l'espiègle. L'exemple donné, c'est Cora Pearl, une courtisane qui a mis Paris à ses pieds. Là, ce n'est plus la faiblesse qui séduit, mais l'audace, presque l'effronterie. Comment ça peut marcher? Ça ne devient pas vite agaçant, quelqu'un comme ça? C'est un risque, mais c'est tout l'art de l'espiègle. Cora Pearl, c'est l'archétype de l'enfant gâté. Freud a beaucoup écrit là-dessus. Ah oui? Oui. Les enfants qui ont été comblés d'amour, d'attention, développent une confiance en eux qui est inébranlable. Cora Pearl agissait comme si le monde entier lui était dû. Sans arrogance, mais avec une certitude absolue. Et c'est ça qui attirait les hommes. C'était un défi. Son indépendance farouche, le fait qu'elle n'avait besoin de personne, ça créait un désir de compétition. Chaque homme voulait être celui qui, enfin, arriverait à la dompter. Ah d'accord. C'est l'attrait de ce qui nous résiste, quoi. On ne voulait pas seulement coucher avec elle. On voulait la conquérir. Et cette idée de grâce innée, on la retrouve chez d'autres figures que les sources mentionnent, comme Joséphine Baker, ou même le personnage de Genji. Oui, c'est le fil rouge du naturel. Pour Joséphine Baker, la danse semblait jaillir d'elle sans effort. Pour Genji, un non n'est jamais une attaque personnelle, c'est un jeu. D'accord. Du coup, ça désarme complètement ses cibles. Dans tous les cas, on a cette impression de fluidité, de grâce qui ne s'apprend pas. C'est vraiment le cœur de cet archétype. Alors si le naturel séduit par sa présence totale, il y a un autre archétype qui prend le contre-pied absolu de cette stratégie. Et là, on tombe sur la coquette, la spécialiste de l'art de souffler le chaud et le froid. C'est une psychologie aussi simple qu'efficace. On désire ce qui nous échappe. La coquette, elle a compris que la satisfaction immédiate, en fait, ça tue le désir. Sa clé, c'est le retrait sélectif. Donc elle alterne. Elle alterne une présence intense et une absence frustrante, une chaleur enivrante, et puis, d'un coup, une froideur qui déstabilise. Ça crée une sorte de dépendance émotionnelle, en fait. C'est ça. Ça crée du mystère, une insécurité chez l'autre. Le narcissisme apparent de la coquette, son autosuffisance, c'est diablement attirant. On veut percer ce mystère, on veut briser cette indépendance. Et on se met à penser à elle tout le temps. Exactement. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de Joséphine de Beauharnais avec Napoléon. Là, ça devient vraiment intéressant. Comment une femme a-t-elle pu mettre à sa botte un homme qui était en train de conquérir l'Europe? C'est un cas d'école. D'abord, elle lui a offert une chaleur, une attention, une validation qui ont flatté son ego. Et son ego était immense, mais aussi très fragile. Une fois qu'il a mordu à l'hameçon, Une fois qu'il a mordu à l'hameçon, elle a commencé à se retirer. à se montrer distante, à ne pas répondre à ses lettres. Et ça a marché. Sur Napoléon, Ça l'a rendu fou. On a les lettres. Les siennes, c'est des torrents de passion, de doute, de désespoir. Il est le conquérant du monde, mais il est à genoux devant elle. et les réponses de Joséphine, Et pour un conquérant, c'est le moteur le plus puissant. c'est ça. Mais est-ce que ça peut durer, une dynamique pareille? On a l'impression que c'est basé sur l'anxiété. Ça n'épuise pas tout le monde à la fin. C'est une excellente question. Et la réponse est souvent non. Ça ne dure pas éternellement sous cette forme. Ça peut évoluer, ou ça peut casser. Mais le but n'est pas la stabilité. Le but, c'est de capturer l'imagination de l'autre. Et il y a une version encore plus extrême, la coquette froide, avec un exemple qui m'a surprise, Andy Warhol. Alors là, Andy Warhol en séducteur, je ne m'y attendais pas du tout. Comment c'est possible? C'est un parallèle fascinant avec son art. Prenez ces boîtes de Souk Campbell. Ce sont des surfaces pures, sans message apparent, sans profondeur. Warhol lui-même est devenu ça, une surface. Il était passif, énigmatique, Il parlait très peu. très peu. Il créait un vide. Une sorte de séduction par le vide, en fait. Il crée un espace et les autres se sentent obligés de le remplir. C'est exactement ça. Les gens se pressaient pour le faire réagir, pour obtenir une émotion, pour combler son silence. Ça rejoint la théorie de Freud sur la fascination qu'exerce la femme narcissique. Son autosuffisance nous attire. Oui, Warhol ne demandait rien et tout le monde voulait tout lui donner. Il était un miroir et les gens tombaient amoureux de leur propre reflet dedans. Parler de séduction un à un, mais il y a des archétypes dont le pouvoir est plus social, plus large. Et le premier, c'est le charmeur. Les textes le décrivent comme la séduction sans le sexe. Le principe du charmeur est simple. Il détourne complètement l'attention de lui-même pour la focaliser à 100% sur sa cible. Il ne parle pas de lui. Jamais. Il écoute.
Il vous fait parler de vous, il valide vos opinions, il s'adapte à vos humeurs, il rit à vos blagues. C'est une forme de flatterie très sophistiquée, au fond. C'est plus que ça. C'est faire en sorte que l'autre se sente mieux en sa propre présence. Quand on est avec un charmeur, on se sent plus intelligent, plus spirituel, plus intéressant. C'est une sensation incroyablement rare. Et addictive. On ne tombe pas amoureux du charmeur. On tombe amoureux de la personne qu'on devient à ses côtés. Il y a cette anecdote géniale sur la reine Victoria et ses 2 premiers ministres. Après un dîner avec Gladstone, elle aurait dit qu'il était l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Mais après un dîner avec son rival, Benjamin Disraeli, elle se sentait, elle, la femme la plus intelligente d'Angleterre. C'est l'illustration parfaite. Disraeli avait compris la stratégie clé du charmeur. Il faut nourrir ce qui a été refoulé chez l'autre. Victoria était une reine veuve austère. Elle avait mis de côté sa féminité. Sa confiance en elle aussi. Oui. Et Disraeli ne s'adressait pas à la souveraine. Il s'adressait à la femme. Il l'appelait la reine des fées, lui parlait de poésie, de fleurs. Ah, je vois. C'est le même principe, mais appliqué à une blessure plus profonde. Il n'a pas juste flatté son intellect, il a guéri sa féminité refoulée. Précisément. Il a fait appel à cette partie d'elle-même qu'elle avait sacrifiée. Et bien sûr, elle est tombée complètement sous son charme. Et si on pousse le curseur encore plus loin, on arrive au charismatique, la séduction à grande échelle, la séduction des foules. C'est quoi la différence fondamentale avec le charmeur alors? C'est juste une question de nombre. Pas seulement. L'origine du mot charisme est religieuse. Ça vient du grec charisma, qui veut dire don de la grâce divine. Moïse, les prophètes, D'accord. ils semblaient habités par une force supérieure. C'est ça le cœur du charisme. Ça doit sembler être un don du ciel, quelque chose de naturel, de presque surnaturel. Et les sources insistent sur une de ces qualités essentielles, le mystère qui naît de la contradiction. Être à la fois cruel et bienveillant, ou exalté et détaché, c'est ça qui crée le magnétisme. Oui, cette imprévisibilité fascine. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ajoutez à ça un regard magnétique, une confiance absolue, une éloquence qui touche les émotions, et vous avez un charismatique. L'exemple d'Eva Perón en Argentine, la sainte théâtrale, est parfait pour ça. Une sainte théâtrale, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Elle combinait une apparente sainteté, des gestes de charité presque religieux, avec un sens inné du drame, de la mise en scène. Elle ne faisait pas de la politique. Elle racontait une histoire. Elle racontait une grande histoire, une épopée émotionnelle dont elle était l'héroïne et la martyre. Elle s'adressait à l'inconscient collectif, pas l'intellect des gens. C'est la marque du charismatique. Et ça nous amène tout droit à l'archétype le plus moderne, celui qui est né avec le cinéma et qui domine notre époque, la star. La star, elle répond à un besoin fondamental, celui d'échapper à la banalité du quotidien, par le fantasme. La star, c'est une figure de rêve, un objet sur lequel on projette nos désirs. C'est un mélange de réel et d'irréel. C'est ça, on connaît son nom, son visage, mais sa vie est totalement idéalisée, inaccessible. C'est ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. C'est à la fois familier et radicalement étranger. C'est un peu ce qu'on vit en permanence avec les réseaux sociaux, non? On a accès à des bribes de réel, mais leur existence reste un fantasme, un spectacle. Tout à fait. Les réseaux sociaux ont transformé potentiellement tout le monde en microstar, avec exactement les mêmes mécanismes. L'exemple historique, c'est Marlène Dietrich, la star fétichiste. Comment est-ce qu'elle s'est transformée en objet de désir à la fois pour les hommes et pour les femmes? Dietrich a compris qu'il fallait cultiver une distance. Son visage était souvent impassible, presque vide d'émotion. Du coup, il devenait un écran blanc. Sur lequel chacun projetait ses fantasmes. Voilà. Et surtout, elle jouait avec les codes. Elle était incroyablement féminine, mais portait le smoking comme personne. Une source l'a décrit comme projetant le sexe sans genre. C'est une idée très moderne en fait. Elle jouait avec tout ça bien avant que ça devienne un sujet de société. Exactement. Cette ambiguïté permettait à tout le monde de voir en elle ce qu'il voulait. Elle n'était plus une personne, elle était devenue un fétiche. Et pour finir, un autre type de star, John F. Kennedy, la star mythique. C'est quand même fou d'analyser un président des États-Unis comme une star de cinéma. Et pourtant, c'est la clé pour comprendre son impact. Kennedy et son équipe ont consciemment utilisé les mythes et l'imagerie d'Hollywood. Il n'était pas juste un politicien. Il était le jeune héros. Le jeune héros fringant qui s'oppose à la vieille garde. La Maison-Blanche devenait Camelot. La télévision, qui arrivait dans tous les foyers, c'était sa scène. Il a compris avant tout le monde que l'image et le mythe étaient bien plus puissants que les détails d'un programme.
Alors, si on rassemble toutes les pièces, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ces archétypes, on se rend compte qu'ils ne parlent pas seulement de romance. Ils sont partout. C'est le point central. Ils exploitent des besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin d'être validé par le charmeur, le besoin de s'évader avec la star, le besoin de croire en plus grand avec le charismatique. Ou de retrouver une innocence perdue, avec le naturel. Voilà, Et j'imagine que l'inverse est vrai aussi. absolument. Les sources introduisent brièvement le concept de l'anti-séducteur. C'est la personne dont les comportements repoussent activement les autres. On y trouve des profils comme le brutal, qui est impatient et ne pense qu'à lui, l'avare, dont la radinerie trahit une fermeture d'esprit, ou le bavard, Ah oui. celui qui est incapable d'écouter et qui vous noie sous un flot de paroles sur lui-même. On en connaît tous un ou deux. On les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont totalement centrés sur eux-mêmes. Toute leur énergie est tournée vers l'intérieur, alors que celle du séducteur est entièrement focalisée vers l'extérieur, vers sa cible. Et pour la pensée finale, ce qui me frappe, c'est que les sources décrivent ces archétypes comme des catégories assez distinctes. Mais dans la réalité, les figures les plus puissantes, comme JFK, sont un mélange, non? Il était une star, mais il avait aussi des traits du charismatique et sans doute du charmeur. C'est un point crucial. Ces archétypes sont des couleurs primaires. Les personnalités les plus captivantes sont celles qui savent mélanger les palettes, consciemment ou non. Et ça soulève une question à méditer pour la suite. Chez les personnalités qui nous captivent aujourd'hui, qu'elles soient publiques, artistes, leaders, quel schéma est-ce qu'on peut reconnaître? Et surtout, comment ces traits sont-ils combinés pour créer cet effet unique, cet impact si puissant sur notre imagination? Bienvenue dans notre discussion du jour. On va se pencher sur un sujet fascinant, l'art de la séduction. On a une série d'histoires, de récits, historiques, littéraires, mais attention, notre but, c'est pas de donner des conseils. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de décortiquer la mécanique, la psychologie derrière tout ça, pour comprendre les leviers d'influence, ce qui captive un esprit. C'est exactement ça. On va parler de désir, bien sûr, mais ce qui est passionnant, c'est que ces stratégies, en fait, elles dépassent le cadre amoureux. Ah oui, On les retrouve partout, en politique, dans la publicité, même au bureau. C'est une vraie plongée dans la psychologie de l'influence. et pour bien comprendre, on va suivre une sorte de fil logique, en commençant par le tout début, la première étape, la plus délicate. Comment on approche quelqu'un, surtout quelqu'un qui a sa garde levée. On a un exemple du XVIIe siècle qui est juste parfait pour ça, l'histoire du duc de Lezon et de la grande mademoiselle. Ah oui, en cas d'école, il faut bien imaginer le contexte. Anne-Marie-Louise d'Orléans, c'est la cousine de Louis XIV. C'est l'une des femmes les plus riches, les plus puissantes d'Europe. Donc sursollicitée et, on imagine, très méfiante. Extrêmement. Elle voit les prétendants venir à des kilomètres. Et en face, on a le duc de Lezon. Pas forcément un Apollon, mais il a cette réputation de d'enjoint, un soldat, un esprit vif. On s'attend à l'artillerie lourde, quoi. Exactement, les déclarations enflammées, la grande cour. Et il fait tout l'inverse. C'est-à-dire? Il ne la regarde même pas comme une femme à conquérir. Il l'aborde comme une égale, une confidente. Leur rencontre semble fortuite. Et de quoi il parle? Pas de sentiment. Il parle de ce qui la passionne, elle. Le théâtre de Corneille, les grands actes d'héroïsme. Il se place dans une zone complètement neutre, la zone de l'amitié. Ce qui doit être déroutant pour elle, elle qui a l'habitude d'être un trophée, elle se retrouve face au plus grand séducteur du royaume qui... Qui ne s'intéresse pas à elle. Apparemment. Ça a dû créer un court-circuit dans sa tête. C'est précisément le but. En ne montrant aucun intérêt amoureux, il désamorce toutes ses défenses. Elle n'a aucune raison de se méfier, donc elle se détend, elle s'ouvre. Il contourne le système de sécurité, en fait. C'est ça. Il se présente comme un ami et c'est comme ça qu'il accède à la vraie forteresse, son esprit. Et le coup de génie, c'est que la situation se retourne. C'est elle qui commence à se poser des questions, à être intriguée. Obsédée même. C'est elle qui finit par tomber amoureuse. Jusqu'à ce point culminant, ce fameux bout de papier. Racontez. Après des mois de ce jeu, elle lui demande de lire un papier le lendemain. Et dessus, il y a juste 3 mots. C'est vous. C'est incroyable. Elle est persuadée d'avoir tout mené, du début à la fin. Voilà. Elle pense avoir conquis l'inconquérable. C'est l'illusion parfaite du contrôle. Le désir est né de son propre esprit. C'est une stratégie redoutable. Mais il y en a une autre qui est presque d'inverse. Au lieu de garder ses distances, on peut chercher une sorte de fusion. Oui, comme avec le président indonésien Sukarno et la journaliste Cindy Adams. Une autre dynamique, tout aussi fascinante. On est dans les années 60, il l'a choisie pour écrire son autobiographie. Et elle, Cindy Adams, c'est une Américaine très directe.
Et Sukarno, qu'on appelait le grand séducteur, au lieu de la remettre à sa place. Il cède à tout. Il joue le jeu de la soumission. Mais c'est plus que ça, non? Ah oui, bien plus. Il l'imite. Il se met à adopter son style décontracté. Il s'intéresse à ses vêtements, à ses goûts. Et le détail le plus fou, Lequel? il lui demande de lui teindre les cheveux de la même couleur que les siens. Attendez, le président d'un pays, c'est d'une audace folle. C'est un acte de mimétisme quasi total. On a l'impression d'une soumission, mais c'est une prise de contrôle psychologique absolue. Comme un caméléon. C'est exactement ça. On prend la couleur de l'environnement pour ne pas être perçu comme une menace. Adam se sent en position de force, flattée, comprise, sa méfiance s'évapore. Et une fois qu'elle est sous le charme, hypnotisée par ce miroir d'elle-même. Elle écrit une biographie dithyrambique, exactement ce que Sukarno voulait depuis le début. Il est entré dans son esprit pour qu'elle finisse par adopter le sien. D'accord, donc on a ces deux techniques pour créer une connexion, mais ça ne suffit pas pour captiver quelqu'un sur le long terme. Comment on passe de sympathique à « je ne peux plus m'empêcher de penser à elle ». On entre dans une autre dimension, le jeu de l'obsession. Et là, la première règle, c'est de cesser d'être un miroir confortable. Il faut devenir une énigme. L'évidence, c'est rassurant, mais ça ne captive pas. C'est ça. L'ambiguïté, c'est ça qui captive. Il faut envoyer des signaux contradictoires. L'exemple de Madame Récamier après la Révolution, il est frappant. On la décrit comme la plus belle femme de France. Mais ce n'est pas que ça. C'est sa complexité qui rend les gens fous. D'un côté, elle a cette apparence d'ange, une pureté presque divine. Inaccessible. Inaccessible. Et de l'autre, elle peut avoir des regards très aguicheurs, des éclats de rire soudains, un côté coquet. Ses prétendants, comme le prince Auguste de Prusse, ne savent jamais sur quel pied danser. Est-ce une sainte ou une séductrice? Voilà. Et comme ils n'arrivent jamais à résoudre l'énigme, ils y pensent tout le temps. C'est ça, le mécanisme. On voit la même chose avec Oscar Wilde, non? Absolument. Une apparence très maniérée, presque efféminée, qui contrastait avec un esprit d'une vivacité redoutable et une capacité à boire plus que des mineurs du Colorado, disait-on. Ce contraste le rendait fascinant. Totalement imprévisible. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça nous sort de la routine. Le quotidien est rationnel. Quelqu'un qui incarne un paradoxe force notre imagination à travailler. On essaie de combler les vides, de comprendre. Et pendant qu'on fait ça, on est en train de tomber sous le charme. L'obsession commence quand la personne continue d'exister dans notre tête, même absente. C'est le début. D'accord, créer le mystère. Mais les sources parlent d'une autre technique pour devenir obsédant. Augmenter sa propre valeur perçue. Et pour ça, créer des triangles. L'idée est simple, non? On désire ce que les autres désirent. C'est un des leviers psychologiques les plus puissants. Et l'histoire de Louven Salomé à la fin du 19e siècle, c'est l'illustration parfaite. Racontez-nous. Elle rencontre le philosophe Paul Rée, qui est très intéressé, et lui parle tout le temps de son meilleur ami, un certain Friedrich Nietzsche. Un génie, selon lui. Un génie. Et là, elle a cette idée incroyable. Au lieu de choisir, elle leur propose de vivre tous les trois, dans une sorte de ménage à trois intellectuel. C'est du génie ou de la pure perversité. Les deux, sans doute. Stratégiquement, c'est brillant. Elle crée une arène et se place au centre. Et immédiatement, une rivalité terrible s'installe. Entre les deux amis? Dès que Rée voit Nietzsche seul avec elle, sa jalousie est attisée. Chaque homme veut la posséder pour prouver sa supériorité sur l'autre. Ce qui est fou, c'est que ça suggère que notre désir n'est presque jamais Personnel, oui. personnel. On est des imitateurs. C'est le cœur de la théorie du désir mimétique de René Girard. On veut un objet parce qu'un autre le veut. C'est le syndrome du jouet délaissé qui devient précieux dès qu'un autre enfant s'en saisit. Louven Salomé avait compris ça, instinctivement. En se plaçant au sommet d'un triangle, elle n'est plus seulement une femme désirable, elle devient un trophée. D'accord. Mystère, désirabilité sociale. Il manque un ingrédient pour que l'obsession tienne, non, hein? Le suspense, Le suspense. crucial. Si tout devient prévisible, le charme se rompt. Et là, l'histoire de Casanova avec la nonne Mathilde M est savoureuse. Elle est savoureuse parce que, pour une fois, le grand prédateur Casanova se retrouve dans la position de la proie. C'est lui qui est mené par le bout du nez. Tout commence par une lettre, anonyme, mystérieuse. Et après ça, chaque rencontre est un choc. Complètement, il s'attend à voir une nonne classique. Elle n'a pas la tête rasée, elle porte des robes somptueuses sous son habit. Il découvre que son protecteur est en fait son amant, qui les espionne. Elle se déguise en homme, c'est un tourbillon. Et le point culminant de cette stratégie de la surprise, c'est ce rendez-vous qu'elle lui fixe. Il y va, le cœur battant. Et ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. C'est une autre femme, Caterina, son premier amour au couvent.
On pourrait penser que cette déception le guérirait, mais non. Pas du tout. Ça ne fait qu'augmenter son désir fou pour l'imprévisible Mathilde. Il est devenu accro à ces retournements de situation. C'est fou ce que ça dit sur notre psychologie. On aime être surpris. La surprise court-circuite nos défenses. Elle nous rend émotionnellement vulnérables. On redevient comme un enfant qui attend un cadeau. On prend un plaisir immense à abandonner le contrôle. Le suspense, ça crée une dépendance. Une fois cette dépendance créée, on arrive à la phase finale. Peut-être la plus dangereuse, diriger la cible. Comment on passe de « je te fascine » à « tu vas faire ce que je veux ». Les textes suggèrent que la première étape est assez brutale. Il faut créer un besoin. Le principe, c'est qu'une personne comblée, heureuse et difficile à séduire. Exactement. Pour qu'une personne ait besoin de vous, il faut d'abord qu'elle ressente un manque. Il faut instiller le doute, l'insécurité. L'écrivain D.H. Lawrence était un maître en la matière, apparemment. Sa technique était... Terrible. Oui. Il commençait par nouer des amitiés très profondes, très intellectuelles. Il gagnait la confiance totale de ses amis, comme une certaine Jessie Chambers. C'est la phase de préparation. Voilà, il les écoute, les comprend, il devient leur confident. Et une fois que la confiance est absolue, l'attaque est lancée. Il devient froid, distant. Et critique, d'une précision chirurgicale, sur leurs points les plus faibles. À Jessie, il lui reproche sa froideur physique, son manque de spontanéité. Ça doit être d'une violence psychologique inouïe, venant de la personne en qui on a le plus confiance. C'est dévastateur. Cette attaque crée une blessure profonde dans leur estime d'elle-même. Elles se sentent faibles, incomplètes. Et par contraste, Laurence apparaît comme incroyablement fort. Et une fois déstabilisée, leur amitié se transforme en désir. Un désir ardent de le reconquérir, de combler ce vide qu'il a lui-même créé. Ça me fait penser à Platon, ça. L'amour qui naît du manque. C'est exactement l'idée du symposium. Eros est le fils de ressources, l'ingéniosité, et de pauvreté, le besoin. On n'aime que ce dont on manque. En créant une blessure, Laurence crée un vide qu'il est ensuite le seul à pouvoir combler. Une fois ce besoin créé, la porte est ouverte à la tentation. Le fameux fruit défendu. L'histoire de Cristietta Morehuela et Don Juan, c'est un chef-d'œuvre de mise en scène. Un chef-d'œuvre, oui. Elle a été séduite et abandonnée. Et pour se venger, elle monte un plan d'une complexité folle. Elle disparaît, puis réapparaît des mois plus tard, transformée. Elle loue un bébé, une fausse nourrice, de beaux vêtements, pour qu'il la croie richement mariée. Et surtout, totalement inaccessible. Et pour un homme comme Don Juan, L'inaccessible, c'est l'aimant le plus puissant. exactement. Le fait qu'elle appartienne à un autre la rend 1000 fois plus désirable. Il devient complètement obsédé. Il la poursuit, la supplie. Et elle le laisse mariner. Elle attise son désir en maintenant cet obstacle. Jusqu'à ce qu'il soit à ses pieds. Et c'est seulement là qu'elle lui révèle que tout était faux. Le pouvoir de la tentation est immense. Pourquoi ça marche si bien? Parce que l'obstacle, qu'il soit social ou moral, intensifie le désir. Il force l'imagination à fantasmer sur le plaisir interdit. La tentation crée un conflit interne, et la seule façon de le résoudre, c'est de céder. On arrive à la dernière arme de cet arsenal. Peut-être la plus subtile et la plus redoutable. Le langage. Pas pour dire la vérité. Mais pour produire un effet. Dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. L'exemple de Charles de Gaulle à Alger en 1958 est parfait pour ça. Le contexte est explosif. Il arrive à Alger, face à une foule immense de colons français au bord de l'insurrection. Ils veulent garder l'Algérie française. Et ils attendent de lui, le héros, qu'il les soutienne. Et de Gaulle, du haut de ce balcon, prononce cette phrase historique « Je vous ai compris ». C'est tout. Le reste est tout aussi vague. La grandeur de la France, la fraternité. Ces mots sont des coquilles vides. « Je vous ai compris » ne veut rien dire de concret. Mais c'est du génie, car dans cette ambiance surchauffée, chaque personne dans la foule projette ses propres espoirs dans cette phrase. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Exactement. Ils entendent « Ah, je suis avec vous, l'Algérie restera française ». Et la foule l'acclame, complètement séduite, alors qu'en réalité, il n'a rien promis et prépare l'indépendance. C'est l'exemple même du langage comme instrument de pouvoir. Les mots vagues, les promesses floues, les appels à l'émotion, tout ça fonctionne comme un poison doux. Ça court-circuite la pensée rationnelle. Ça endort l'esprit critique. On ne réfléchit plus, on ressent. Si on fait le bilan, on voit bien les grands piliers de ces stratégies. Ça commence toujours par l'indirection, ne pas éveiller la méfiance. Toujours. Ensuite, construire une aura de mystère et de désirabilité pour occuper l'esprit de l'autre.
Et enfin, exploiter les failles psychologiques, comme la vanité ou l'insécurité, pour diriger la personne. C'est une bonne synthèse. Et je crois que la pensée finale qu'on peut en tirer, c'est que ces mécanismes ne sont pas que des anecdotes historiques. Ils sont à l'œuvre tous les jours, autour de nous. En politique, dans la pub, Dans un slogan publicitaire qui crée un besoin. Dans une technique de management qui joue sur la rivalité. donc la vraie question, c'est pas de savoir si on doit utiliser ces techniques. Non. La vraie question, c'est de savoir les reconnaître quand elles sont utilisées sur nous. Et ça nous renvoie à une interrogation plus personnelle, je crois. Laquelle? Dans nos vies, où est-ce qu'on place le curseur entre ce qu'on appelle la séduction, l'influence bienveillante, et ce qui bascule dans la manipulation? C'est une frontière qui est souvent bien plus floue qu'on ne le pense. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que vertigineux, les mécanismes de l'influence profonde. Bonjour. On va s'appuyer sur des extraits de L'art de la séduction qui analysent des stratégies, des récits historiques. On va parler d'Eva Perón, de Lord Byron. Mais le but, c'est pas de donner un mode d'emploi, hein. Non, absolument pas. L'idée, c'est de démonter la mécanique psychologique. Comment on peut créer des liens d'une puissance qui est parfois un peu effrayante. C'est ça, on se place vraiment sur le terrain de la psychologie, pas de la morale. Tout à fait. Ça nous permet de regarder ces dynamiques avec, disons, une certaine lucidité. On va essayer de comprendre comment la manipulation de la perception, l'exploitation des failles, comment tout ça permet de forger des connexions émotionnelles qui sont extrêmement intenses. C'est une exploration des rouages de l'esprit humain, en somme. Exactement. Et le tout premier rouage, celui qui semble un peu tout conditionné, c'est la perception. Ce qui est intéressant dans les sources, c'est que la familiarité, la transparence totale, ce seraient les ennemis de l'attraction. C'est presque contre-intuitif, mais oui. Le désir se nourrirait de mystère, d'absence. Une absence qui est savamment calculée, bien sûr. Et pour ça, il y a une métaphore que je trouve incroyable, celle de Stendhal. À cristallisation. Ah, elle est formidable. C'est très visuel. Imaginez une branche d'arbre toute nue. On la jette dans une mine de sel en hiver. On la récupère des mois plus tard et elle est méconnaissable. Elle est couverte de cristaux. Voilà, elle est couverte de cristaux scintillants. C'est devenu une sorte d'œuvre d'art. Stendhal dit que c'est exactement ce qui se passe dans notre tête avec l'image de quelqu'un. On la part de toutes les perfections. Mais Stendhal parle de 2 phases. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il y a la première cristallisation, c'est l'admiration, le coup de foudre initial, quoi. D'accord? Mais la seconde, qu'il juge beaucoup plus puissante, elle est déclenchée par autre chose. Le doute. Le doute. C'est le cœur du mécanisme. Ce moment où on se dit « est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que je vais la perdre ?» Ça crée une angoisse. Une anxiété, oui. Et pour calmer cette anxiété, notre imagination se met en marche, à plein régime. Elle comble les vides, elle efface les défauts. Elle idéalise l'autre à l'extrême pour se rassurer. Donc, c'est le manque qui crée la valeur. C'est exactement ça. Et l'histoire d'Eva Duarte et Juan Perón en Argentine, c'est une illustration parfaite de ça. Ah oui, un cas d'école. Quand ils se rencontrent en 1944, lui, c'est un colonel veuf de 48 ans, elle, une jeune actrice de 24 ans, avec un passé, disons, un peu trouble. Clairement, elle n'est pas son type habituel. Non, Mais elle s'impose avec une intelligence qui est redoutable. Elle ne se contente pas d'être sa maîtresse, elle devient le miroir de ses ambitions politiques. Elle le flatte, elle le conseille. elle se rend indispensable. Voilà. Mais en même temps, elle cultive une part d'insaisissable. Un jour, elle est douce, dévouée. Le lendemain, son humour est piquant, presque provocateur. Elle occupe son esprit en permanence. Totalement. Et puis arrive l'élément déclencheur, le moment de doute absolu. En 1945, Perón est arrêté. Il est emprisonné par ses rivaux. D'un coup, il est seul, coupé d'elle. Et c'est là, dans sa cellule, que tout bascule. C'est là que la seconde cristallisation opère de manière spectaculaire. L'absence fait son œuvre. Son esprit s'emballe. Il oublie tout le reste. Il oublie les rumeurs sur son passé d'actrice, son ambition parfois dévorante, tout ça, ça disparaît. Il ne voit plus qu'une sainte, une héroïne nationale, la femme de son destin. Les sources disent qu'il tapisse les murs de sa cellule avec ses photos. C'est ça, il lui écrit des lettres passionnées. L'absence a transformé une liaison risquée en une épopée romantique dans sa tête. Et cette méthode, ce mélange de présence intense et de distance mythique, elle l'utilisera ensuite pour séduire l'Argentine entière ? Pour devenir Evita. Elle a compris, peut-être instinctivement, que pour être idéalisée, il faut jamais être totalement accessible. Jamais totalement réel. Et on peut pousser cette logique encore plus loin. On peut passer de l'idéalisation d'une personne à la construction d'une réalité alternative complète.
Et là, on arrive au cas des villages Potemkin. Ah, ça c'est proprement hallucinant. C'est une supercherie d'une ambition folle. On est en 1787, Catherine la Grande de Russie veut visiter la Crimée. Une région qu'elle vient d'annexer. Voilà. Elle veut voir les progrès et aussi impressionner son allié, l'empereur d'Autriche. Sauf qu'il y a un petit problème, la réalité sur place est désastreuse. C'est le moins qu'on puisse dire. La région est misérable, mais son favori, Potemkin, comprend une chose essentielle sur Catherine. Elle a un désir profond, un besoin quasi narcissique de se voir comme une bonne impératrice. Donc il va pas lui montrer la réalité. Non, il va lui montrer ce qu'elle veut désespérément voir. La mise en scène est colossale. Il fait construire des façades de villages prospères le long du fleuve Dniepr. Des façades. Oui, juste des façades. Il fait déplacer des troupeaux de bétail la nuit d'un faux village à l'autre. Pour donner une impression d'abondance. Et le plus fou, il habille des paysans avec des costumes de fête pour qu'ils acclament l'impératrice. Puis il les fait transporter en secret plus loin sur le trajet pour qu'ils réapparaissent et l'acclament une deuxième fois. C'est incroyable. Et ça marche. L'effet est total. Catherine est émue aux larmes. L'illusion est si parfaite et surtout, elle correspond tellement à son désir que l'émotion submerge complètement la raison. Elle y croit parce qu'elle a besoin d'y croire. Exactement. Potemkin a compris que le meilleur moyen de la séduire, ce n'était pas de la flatter, mais de construire un monde qui validait l'image qu'elle avait d'elle-même. Ce qui est fascinant avec cet exemple, c'est que ça marche parce que Catherine voulait y croire. Ça me fait penser que pour qu'une illusion fonctionne, il faut peut-être d'abord que la cible ait baissé sa garde. Et on arrive au deuxième grand acte. Une fois que la perception est façonnée, il faut abaisser les défenses. Et là aussi, la méthode est paradoxale. Oui, la force brute, la confiance en soi un peu trop affichée, ça peut effrayer, ça peut créer de la résistance. Les sources montrent qu'une approche bien plus subtile, c'est de se présenter sous un jour de faiblesse. De vulnérabilité. C'est difficile à imaginer, mais l'exemple du vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, c'est très parlant. Ah, Valmont. Ce libertin notoire veut séduire la présidente de Tourvel, une femme mariée, réputée pour sa vertu. Et il n'arrive pas en conquérant, pas du tout. Au contraire, il adopte la posture de la victime. Il se montre triste, abattu, presque malade. Il lui avoue son amour comme une faiblesse. C'est ça, pas comme une volonté de conquête, mais comme une faiblesse qui le submerge, un poison qui le ronge. Et c'est de sa faute à elle. Il se positionne comme un homme détruit par sa beauté et sa vertu. Il inverse complètement les rôles. Le prédateur devient la proie. Et elle tombe dans le panneau. Et évidemment, Elle se sent forte, en contrôle. Comment elle pourrait le soupçonner de manipulation ? Il expose si honnêtement sa propre détresse. elle ne voit pas un séducteur. Elle voit un homme à sauver, une âme à guider, sa pitié, ce sentiment de supériorité morale, c'est ça la porte d'entrée. Sa prétendue faiblesse l'a complètement désarmé. Et ce qui est remarquable, c'est qu'une fois la confiance acquise comme ça, l'étape suivante peut être beaucoup plus agressive. On passe à l'isolement. Il s'agit d'isoler la cible pour l'affaiblir réellement, en la coupant de son environnement. Et là, on a l'exemple d'Ali Khan et de l'actrice Rita Hayworth. En 1948, Elle est une immense star, mais personnellement, elle est fragile. Elle sort d'une séparation difficile avec Orson Welles. et elle arrive sur la Côte d'Azur pour se reposer. Et Ali Khan, un prince et séducteur légendaire, décide quelle sera sa prochaine conquête. Sa stratégie est méthodique. En 2 temps. D'abord, l'isolement psychologique. Comment il fait ça, Ali ? Il sature son espace mental. Dès leur première rencontre, il l'ignore ostensiblement. Puis soudain, il ne parle plus qu'à elle. Ça crée un contraste énorme. Et après ? Après, c'est un bombardement d'attention. Des appels sans arrêt, des bouquets de fleurs si énormes qu'ils remplissent sa suite d'hôtels. Il fait en sorte que toutes ses pensées convergent vers lui. C'est ça. Et en même temps, il décourage subtilement les autres prétendants. Son esprit est littéralement pris en otage. C'est presque suffocant. Et une fois cet isolement mental en place, il passe à l'isolement physique. Il l'invite dans son château isolé, le château de l'Horizon. Puis il l'entraîne dans un voyage impromptu en Espagne. Loin de ses amis, de ses agents, de ses repères. Harcelée par la presse, elle n'a plus personne vers qui se tourner. Sauf lui. Exactement. Il n'est plus seulement un prétendant, il devient son seul protecteur, son seul soutien, sa seule réalité. Et ses doutes initiaux s'évanouissent. Ils s'évanouissent. La bulle qu'il a créée devient son univers. Sans surprise, elle finit par l'épouser. L'isolement a rendu la proie complètement vulnérable. Voilà. Donc, on a vu comment façonner la perception, puis comment isoler pour rendre vulnérable. Mais les sources suggèrent que pour une influence durable, il faut aller encore plus loin. C'est ça. Viser les désirs les plus enfouis. C'est presque freudien comme approche. C'est la plongée psychologique.
l'étape ultime. Mhm. Et elle emprunte deux chemins principaux. Lesquels? Le premier, c'est la transgression. Le principe est simple. Toute société est construite sur des règles, des tabous. Et on est attiré par l'idée de franchir ces frontières. Une partie de nous, oui, est irrésistiblement attirée. Le fruit défendu est désirable parce qu'il est défendu. Et au début du 19e siècle, personne n'incarnait mieux ça que Lord Byron. Oh là là, Byron! Sa réputation le précédait. On le décrivait comme fou, méchant et dangereux à connaître. Il en jouait. Il cultivait cette image de héros gothique ténébreux qui méprise les conventions. Et loin de faire fuir les femmes. Ça les fascinait. Une liaison avec Byron, c'était pas juste une aventure, c'était une porte ouverte vers la rébellion. L'occasion d'explorer un côté sombre réprimé. Totalement. Et l'excitation était d'autant plus grande qu'il allait toujours plus loin que prévu. Il y avait des rumeurs d'homosexualité, une relation incestueuse, Qui était bien réelle, celle-là. qui était bien réelle avec sa demi-sœur. Il est devenu le catalyseur des désirs transgressifs de toute une génération. D'accord. Et de l'autre côté du spectre psychologique, à l'opposé de la transgression, il y a la régression. La régression. L'idée, c'est que nos expériences de plaisir et de sécurité les plus marquantes, c'est celles de la petite enfance. Inconsciemment associée aux figures parentales. C'est ça. Et recréer ce sentiment de sécurité absolue, c'est une technique d'une puissance inouïe. Pour illustrer ça, le cas de Victor Hugo et de sa maîtresse, Juliette Drouet, est saisissant. Ah oui? Les sources expliquent que Hugo portait en lui une faille immense. Lié à sa mère. Oui. Il l'avait adorée, mais il a toujours eu le sentiment de ne pas avoir reçu assez d'amour inconditionnel de sa part. Et toute sa vie, il a cherché à combler ce vide. Et Juliette Drouet va lui offrir précisément ça. Exactement. Ce que personne d'autre ne lui a jamais donné. Un amour qui ressemble à s'y méprendre, un amour maternel. Elle abandonne sa carrière pour lui. Elle devient sa secrétaire, sa copiste, sa confidente. Elle vit dans son ombre. Et surtout, Elle accepte tout, y compris ses infidélités constantes. sans jamais une critique, sans jamais une menace. Elle est le refuge absolu. Et décennies plus tard, Hugo est un vieil homme, une icône nationale, Et Juliette menace de le quitter. exaspéré par une énième liaison, oui. Et là, le grand écrivain, le monument, il s'effondre en larmes. Il se met à genoux devant elle. Il la supplie comme un enfant de ne pas l'abandonner. C'est une image incroyable. Il n'a pas peur de perdre une amante. Il a peur de perdre sa mère une seconde fois. Elle n'a pas séduit l'homme mûr ou le génie littéraire. Elle a séduit le petit garçon blessé en lui. Elle a touché sa blessure la plus profonde. Et en la pensant, elle l'a rendu complètement dépendant. On n'est plus du tout dans le charme ou l'attirance physique, là. C'est une connexion qui s'est nouée au niveau des fondations de sa personnalité. C'est ça. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir? L'analyse de ces récits montre que les formes de séduction les plus efficaces, elles reposent très peu sur la beauté ou la richesse. Non, elle repose sur une lecture extrêmement fine de la psychologie de l'autre. En fait, ce qui ressort, c'est que ce n'est pas tant l'art de séduire l'autre que l'art de l'aider à se séduire lui-même. C'est bien dit. Chaque stratégie, au fond, exploite un désir ou un manque qui existe déjà chez la cible. L'influenceur n'est qu'un catalyseur. C'est exactement ça. Eva Perron et Potemkin offrent à leur cible une occasion de rêver, de se voir comme ils le souhaitent. Valmonk offre à la présidente le plaisir de se sentir forte et vertueuse. Ali Khan offre à une Rita Hayworth perdue un cocon de sécurité. Et Byron et Juliette Drouet, eux, s'adressent à des désirs encore plus profonds. Le besoin de transgresser et le besoin poignant de revivre l'amour inconditionnel de l'enfance. À chaque fois, le séducteur identifie un vide et propose de le combler. Cette personne cède moins à l'autre qu'au soulagement de voir enfin une de ses failles secrètes prise en charge. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Toutes ces histoires peuvent nous sembler lointaines, un peu théâtrales, mais si on observe notre monde, la politique, la publicité, les dynamiques des réseaux sociaux, on peut se poser la question où et comment ces mêmes leviers psychologiques sont-ils actionnés aujourd'hui? Peut-être de façon plus subtile, pour capter l'attention, susciter l'adhésion et influencer les comportements à très très grande échelle. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant. Les stratégies psychologiques de la séduction. On va s'appuyer sur des textes qui décrivent ça, non pas comme un élan du cœur, mais vraiment comme un jeu complexe, presque une science. Oui, et notre objectif, c'est un peu de décortiquer ces principes, de la création de la tension jusqu'à la gestion de l'après, qui est souvent délicate. Exactement. Et pour commencer, il y a une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend. La plus grande erreur en séduction, ce serait d'être trop gentil. Ah oui, ça peut surprendre. Bah oui, une gentillesse constante, c'est prévisible.
Et la prévisibilité, c'est l'ennemi du désir. Pour vraiment captiver quelqu'un, il faudrait introduire une dose calculée de douleur. C'est un point de départ assez fort en fait. L'idée centrale derrière ça, c'est de créer des montagnes russes émotionnelles. C'est ça. Au lieu d'une ligne droite de gentillesse, on alterne. Un coup, le plaisir, un coup, la douleur, la tension, puis le retrait. Et cette incertitude, cette tension, ça rend les moments de plaisir, les réconciliations beaucoup plus intenses. On devient une sorte d'addiction en quelque sorte. Exactement. Chaque pic de joie est amplifié par le soulagement d'avoir échappé à un creux d'angoisse, quoi. Et les sources nous donnent un exemple. Extrême, mais incroyablement parlant. L'histoire de Conchita Pérez et Don Mateo Diaz. Ah oui, à Séville, fin du 19e. C'est ça. Don Mateo, c'est un homme d'âge mûr, riche, qui tombe sous le charme de Conchita, une jeune ouvrière de 16 ans. Il la voit comme un mélange d'innocence et d'audace. Et dès le début, elle met en place cette dynamique de chaud-froid. Tout de suite, un jour, alors qu'ils sont seuls, elle s'assoit sur ses genoux, l'embrasse passionnément. Lui, il est surpris mais ravi. Il répond à son baiser. Et là, Le retournement. complètement. Elle bondit, furieuse, elle l'accuse de se jouer d'elle, de vouloir la déshonorer. Du coup, il se retrouve à s'excuser, complètement confus, Alors que c'est elle qui a tout initié. précisément. Et voilà le premier crochet. Elle lui donne un plaisir intense, et puis, juste après, elle le plonge dans la culpabilité. Il est déjà déséquilibré. Son esprit est entièrement occupé par elle. Et à partir de là, c'est un cycle sans fin. Elle le laisse s'approcher, puis le repousse. Elle disparaît des mois, le laisse sombrer, puis elle réapparaît, radieuse, pleine d'affection. Le jeu devient de plus en plus cruel, je crois. Ah oui. Un soir, elle vient chez lui, elle semble prête à se donner. Mais au moment crucial, il découvre qu'elle porte un sous-vêtement en toile indestructible, une sorte de gaine lacée impossible à enlever. C'est psychologiquement diabolique. Elle lui dit vouloir tout faire avec lui, tout en restant vierge. Elle nourrit son espoir pour mieux le frustrer, c'est terrible. Le point culminant de cette torture, c'est quand il lui offre une villa. Elle lui promet enfin une nuit d'amour. Mais une fois sur place, elle reste derrière les barreaux de la grille, se moque de lui et fait venir un autre homme avec qui elle fait l'amour sous ses yeux. C'est l'humiliation absolue, elle le pousse vraiment au-delà de ses limites. Mais attendez, c'est là que ça devient incroyable et assez dérangeant. Le lendemain, excédé, Don Mateo la retrouve et la frappe, violemment. Et c'est ça qui... Et cette violence, paradoxalement, la convainc de son amour sincère. C'est là qu'elle se donne enfin à lui. Et il découvre qu'elle était en fait toujours vierge. C'est fou. Dans la logique de cette relation, la gentillesse de Don Mateo était devenue un signe de faiblesse. Il était prévisible. En la frappant, il brise ce schéma. Il devient imprévisible. Voilà. Il montre une passion incontrôlable, une émotion brute qui pour elle est la preuve ultime de son amour. Chaque bas qu'elle a créé a servi à rendre ce haut final absolument transcendant pour eux deux. Cette idée de déstabiliser pour obtenir quelque chose. Ça me fait penser à un autre exemple dans les textes, mais dans un tout autre domaine. Le journalisme. Oriana Fallaci. Oui, le parallèle est très juste. Fallaci utilisait exactement cette technique avec les puissants de ce monde, comme Kissinger ou le Shah d'Iran. Comment elle faisait? Eh bien, elle pouvait poser une question incroyablement dure, personnelle, qui les mettait sur la défensive, et juste après, elle les flattait, les rassurait. Le yo-yo émotionnel. C'est ça. Déstabiliser, ils baissaient leur garde, et ils finissaient par révéler des choses qu'ils n'auraient jamais dites autrement. Kissinger s'est comparé à un cow-boy solitaire, une image qui a profondément déplu à son patron Nixon. D'accord. Donc, cette première étape, c'est créer une dépendance par l'attention. Mais j'imagine que le risque, c'est de devenir prévisible dans ce jeu-là. C'est là que le retrait entre en jeu. C'est exactement ça. Une fois que la cible est accrochée, obsédée, il faut changer de tactique. Le retrait stratégique sert à inverser complètement la dynamique du pouvoir. Et les sources expliquent ça avec une théorie du psychologue Theodor Reik. Qui dit quoi en substance? En gros, Reik suggère que notre premier apprentissage de l'amour se fait avec nos parents. On fait une bêtise, on est privé d'affection. Pour la regagner, on apprend à être charmant, à se faire pardonner. D'accord. En se retirant soudainement, le séducteur appuierait sur ce vieux bouton émotionnel. La cible, face à cette perte soudaine, se mettrait instinctivement à travailler pour regagner cette affection.
Elle devient le poursuivant. C'est fascinant. Et l'histoire de Baudelaire avec Apollonie Sabatier, c'est un cas d'école de ça. La séduction intellectuelle? C'est ça. Dans les années 1850, Madame Sabatier, une figure des salons parisiens, commence à recevoir des lettres anonymes, des poèmes magnifiques qui mêlent adoration et désir cruel. Le mystère, c'est déjà une forme de tension. Il ne lui dit pas « vous me plaisez », il crée un puzzle. Il occupe son esprit. Exactement. Elle devient obsédée, elle cherche qui est cet admirateur, elle finit par soupçonner le timide Baudelaire, et au moment où elle pense l'avoir percé à jour, Il disparaît. plus de lettres, silence total, pendant plusieurs années. C'est presque cruel. C'est la version intellectuelle du chaud et froid. Il a créé une attente immense, puis il la laisse avec ce vide, cette frustration. Il ne refait surface qu'en 1857, avec Les Fleurs du Mal. Il lui envoie un exemplaire signé. Elle reconnaît les poèmes, bien sûr. La flamme est ravivée. Elle l'invite chez elle, prête à céder. Et c'est là que le coup de génie ou de perversité opère. Totalement. Lors de cette rencontre, il se montre distant, froid, presque indifférent. Ce recul la plonge dans une panique totale. Et la dynamique s'inverse. Voilà. C'est maintenant elle qui le poursuit agressivement, qui lui écrit des lettres passionnées. Il l'a rendue folle de lui en se retirant au moment crucial. C'est très subtil. Il n'a pas eu besoin de la rejeter, il s'est juste retiré. Et en faisant ça, il la force à se demander « Est-ce que je ne suis pas assez bien pour lui ?» Du coup, elle doit prouver sa valeur en le conquérant. D'accord. On a donc une cible qui est psychologiquement investie, obsédée même, mais tout ça reste très cérébral. Comment on passe à une dimension plus physique sans tout casser? Alors, selon les textes, le passage au physique se fait en 2 temps. D'abord, il faut créer une présence physique chargée de désir, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, L'objectif est d'endormir l'esprit conscient de la cible et de parler directement à ses sens. Il ne s'agit pas de parler de sexe, mais de l'incarner par une voix, un regard, une certaine chaleur. L'idée est d'infecter l'autre avec son propre désir. comme la danseuse Caroline Labelle-Otero, sur scène, sa danse était décrite comme animale, primitive. Mais en privé, c'était toute sa personne qui dégageait cette sensualité. Une voix rauque, des regards intenses. Et les hommes avaient l'impression d'être la source de sa passion, ce qui les faisait se sentir incroyablement virils, puissants. On retrouve ça aussi chez Errol Flynn. Oui, lui, il combinait une attitude très décontractée, presque nonchalante, qui abaissait les défenses. Avec une présence physique très chargée, un regard qui s'attarde, un contact de la main, il crée une excitation palpable. Il plongeait ses cibles dans un univers d'aventure et de plaisir, sans jugement. D'accord, donc l'atmosphère est électrique, la cible est prête, mais elle hésite peut-être encore. Qu'est-ce qui se passe alors, Evelyne? C'est là qu'intervient le 2e temps, le coup d'audace. L'hésitation est décrite comme l'antiséduction par excellence. Si la cible désire mais n'ose pas, une action décisive est nécessaire. Un geste qui doit sembler spontané, j'imagine. Exactement. Comme si le séducteur était submergé par les charmes de sa victime, et non pas un acte calculé. Il ne faut laisser aucun temps à la réflexion ou à la culpabilité. Et là, la masterclass, c'est Valmont, avec la présidente de Tourvel, dans Les liaisons dangereuses. Le climax parfait. Après des mois d'approche, il a feint le désespoir et s'est retiré. Il obtient une dernière rencontre sous prétexte de lui rendre ses lettres. Il met en scène la fin pour mieux conclure. Précisément, il alterne reproches et excuses, la plonge dans une confusion totale. Puis, il fait mine de partir pour toujours. C'est elle, paniquée, qu'il retient physiquement par le bras. Le signal. Le signal qu'il attendait. À cet instant, il agit avec une rapidité foudroyante. Il la prend dans ses bras, l'embrasse, la submerge de caresses, ne lui laissant aucune seconde pour réfléchir. Elle cède. Et c'est ça le climax parfait. Toute la tension, toute la résistance accumulée pendant des mois se libère dans cet instant. La reddition devient une libération intense. Le coup d'audace, c'est la conclusion théâtrale d'un long drame psychologique. Mais après un tel climax, le retour à la réalité doit être brutal. Le risque de désenchantement est énorme, non? Comment on gère ça? C'est la question clé de la dernière phase. Les sources sont claires. Il ne faut jamais laisser les choses se tasser d'elles-mêmes. L'inertie, la familiarité, ce sont les tueurs de la séduction. Il y a donc 2 voies, la séparation ou la poursuite. Commençons par la plus cynique. Comment se débarrasser de quelqu'un proprement? Les textes suggèrent une méthode plus subtile que la confrontation. L'exemple, c'est la marquise de Merteuil qui veut quitter son amant, Belleroche, devenu trop collant. Et que fait-elle? Au lieu de rompre, elle brise le charme.
Fini les jeux, l'attention. Elle le submerge d'affection, d'une gentillesse et d'une dévotion constante. En quelques semaines, il s'ennuie profondément et part de lui-même. Elle l'a tué avec de la prévisibilité. C'est brillant et terrible. Et pour l'autre option, si on veut que ça dure, Il faut entamer ce que les sources appellent une seconde séduction. Ne jamais rien tenir pour acquis. L'écrivain D.H. Lawrence et sa femme Frida, leur relation était une suite ininterrompue de conflits passionnés, de réconciliations, de voyages. épuisant mais jamais ennuyeux. Voilà, ils ont maintenu l'attention pendant des décennies. Une autre stratégie, c'est celle de Nell Gwyn avec le roi Charles II. Elle est restée sa favorite car elle était une source constante de divertissement, de nouveautés. Elle restait l'échappatoire du roi, pas un problème de plus. Et le concept de reséduction est illustré de manière spectaculaire par le retour de Napoléon de l'île d'Elbe. Il n'a pas reconquis la France par la force, il l'a reséduite. Comment ça? Imaginez, le roi Louis XVIII est terne, la France s'ennuie. Et soudain, Napoléon revient avec un récit. Il réactive la gloire passée, l'aventure. Son geste face aux soldats ouvrant sa redingote et criant « S'il en est un qui veuille tuer son empereur, me voici », ce n'est pas militaire, c'est du pur théâtre. Il a rejoué la carte de la passion. C'est ça. Il a reséduit le pays en lui rappelant l'intensité qu'ils avaient partagée, par opposition à la relation raisonnable qu'ils avaient avec le roi. Donc les anciens sentiments ne meurent jamais vraiment. Ils sont en sommeil. Exactement. Ils peuvent être réactivés. Si on résume, on a donc un arc complet. On part de la création d'une tension psychologique. On enchaîne avec un retrait stratégique pour inverser les rôles. Vient ensuite une intoxication physique qui culmine avec un coup d'audace. Et enfin, une gestion consciente des conséquences. Et il est important de voir que ces principes, même s'ils viennent de contextes amoureux, touchent à des dynamiques humaines beaucoup plus larges. La gestion de l'attention, la création de désir, on retrouve ça en politique, en marketing, dans le leadership. C'est universel en fait. Toute relation où l'on cherche à persuader et à captiver obéit d'une certaine manière à ces lois. Et pour finir, il y a cette pensée provocatrice qui ressort de ces textes liée à la théorie de Theodor Reich. Si on apprend à aimer qu'à travers l'expérience du rejet, un schéma forgé dans notre enfance. Ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse. La quête du désir et de l'amour ne serait-elle au fond qu'une répétition sans fin de ce premier drame, où l'on cherche inlassablement à regagner une affection que l'on craint à chaque instant de perdre?